bien. Alors, dans un tout autre sujet, aujourd'hui, c'est par rapport à la politique d'immigration. Des décisions ont été prises au niveau européen sur la clandestinité et la possibilité de mise en rétention d'un certain nombre de personnes qui ne répondraient pas sur les papiers. Aujourd'hui, qu'en pensez-vous de cette politique d'immigration ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des mises en situation de centre de rétention pour des périodes de 18 mois pour des personnes qui n'ont rien à se reprocher, finalement, quelqu'un qui aurait fait un délit serait mieux considéré qu'une personne clandestine, qu'est-ce que vous en pensez? Et au regard de la complexité de ce problème-là, aujourd'hui, quel est votre sentiment et votre position? Alors, pour des gens qui ont le sens de l'humain, comme je crois que nous l'avons, et singulièrement dans les pays de la latinité où l'individu compte beaucoup, je crois que notre grande préoccupation, c'est le respect de l'individu, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Et moi, ça sera toujours la philosophie qui dictera mes actions politiques, mes responsabilités, mes décisions. En matière d'immigration, le problème est d'une grande complexité. Il n'est pas seulement français, il n'est pas seulement provençal, il est international. Nous sommes dans une société qui est une belle société, avec plus de 6 milliards d'individus sur Terre, chiffre qui risque de doubler rapidement parce qu'il y a un taux de natalité, parce qu'il y a une démographie galopante. Et cette démographie, cette complexité, cette mondialisation des problèmes fait que l'Europe a été obligée, et est obligée en permanence, de mettre un certain nombre de barrières. Et ces barrières, elles peuvent conduire effectivement à des dysfonctionnements. Le premier des dysfonctionnements, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait un statut particulier pour un étranger dans une situation donnée et pour le résident habituel. C'est-à-dire que l'individu doit avoir la même valeur. Néanmoins, et cela fait longtemps qu'on le dit, on ne peut plus accueillir tout le monde sur des continents qui apparaissent comme des Eldorado pour certains. Et pour m'être déplacé dans certains pays africains, pour avoir parlé avec des responsables, je mesure bien quel pourrait être le danger, si nous n'y veillons pas, quel pourrait être le danger d'une vague d'immigration venant de pays où la pauvreté non seulement n'arrive pas à être vaincue, mais s'aggrave. Et nous pourrions donc là devoir faire face à une vague d'immigration qui, sans nous submerger, parce qu'il ne faut pas faire dans la catastrophe, pourrait poser un problème d'équilibre dans la société. Ça, c'est le constat. La réponse, elle doit demeurer humaine. C'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait des immigrés qui puissent s'installer sur nos territoires, qui puissent constituer une chance, parce que nous avons besoin de cet échange, nous avons besoin de connaître des mondes extérieurs, nous avons besoin parfois de connaissances, de compétences, de talents qui viennent de l'extérieur. Mais les Européens ont pris conscience que conduire une politique de l'immigration, c'est permettre à un certain nombre de venir s'installer. Ce certain nombre, il faut qu'il puisse vivre comme le résident habituel. Voilà pourquoi je m'insurge contre un statut de l'étranger, c'est-à-dire un statut de citoyen à deux vitesses. Faisons la différence entre l'identité et entre la nationalité. L'identité, c'est le respect de l'étranger quand il s'installe ici. La nationalité, c'est autre chose. Peut-il ou non l'acquérir ? Tous les étrangers ne pourront pas acquérir la nationalité française ou la nationalité d'un autre pays européen. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion justement entre régularisation, c'est-à-dire avoir des papiers pour pouvoir travailler, et justement le principe d'acquérir la nationalité? La nationalité, c'est pas la même démarche que la régularisation. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, même dans les médias, souvent cette confusion? Bien sûr. Vous avez tout à fait raison, il faut faire le distinguo. Il y a deux vitesses, mais là, dans le cas précis, ce n'est pas péjoratif. Il y a deux vitesses. Il y a la première vitesse, on accepte que quelqu'un vienne, il a un visa, où il a laissé dépasser le temps de son visa, etc. Mais il est impliqué dans la vie citoyenne ici. Il travaille, il paie des impôts. Bon, à partir de là, c'est difficile de considérer qu'il n'est pas un résident normal de la société française. À ce moment-là, au cas par cas, certes, mais avec le respect de l'individu qui s'est installé, qui partage notre destin, il faut le régulariser. Automatiquement, il ne faut pas le naturaliser, parce que certains sont destinés à passer un certain temps ici et puis à repartir chez eux. Et c'est là où nous touchons à l'autre dimension de la politique d'immigration, c'est le co-développement.
nous ne sortirons des problèmes d'immigration dans ce monde du XXIe siècle que si nous aidons les pays émergents ou les pays encore pour l'instant en voie de développement à accélérer leur processus de développement et à éviter que leurs forces vives aient envie de quitter le territoire et de venir s'installer ici dans de mauvaises conditions. Je prends l'exemple du Sénégal. J'ai accompagné Nicolas Sarkozy, qui n'était pas président de la République, mais qui était à l'époque ministre de l'Intérieur au Sénégal. Et nous avons bavardé avec des élus au Sénégal. Et moi, j'ai fait la connaissance du fils de l'adjoint au maire de Saint-Louis, un garçon d'une vingtaine d'années, cette génération montante de l'Afrique, qui me disait avoir tenté de quitter le Sénégal en pirogue, être arrivé quasi mourant sur une plage d'Espagne, avoir été requinqué, permettez-moi l'expression, avoir été requinqué en Espagne, s'être refait une santé, il a été mis dans un avion, il est reparti au Sénégal. Et je lui ai dit, quel est ton premier souhait maintenant? Mon premier souhait, monsieur, c'est de trouver l'argent nécessaire pour retenter l'expérience et pour tenter de venir m'installer en Europe. Ça, il faut l'interdire, non seulement pour nous, mais il faut l'interdire pour ces pays, parce que leur force vive, il faut qu'elle reste là-bas. Il faut donc que tout l'effort de l'Europe, l'effort européen, parallèlement à cet effort de mise en ordre d'une politique d'immigration respectueuse des individus, ce soit d'aller créer les véritables chances de vivre dans leur propre pays à ces gens-là, et qu'après ils deviennent des partenaires et non pas des mendiants de l'Europe. Alors, justement, est-ce qu'il n'existe pas un petit peu dans la classe politique française et européenne, je vous avais parlé de vagues, pourtant l'Europe est loin d'être la première destination d'immigration. Je crois que c'est aujourd'hui l'Iran qui accueille le plus d'immigrés, plus d'1 million d'immigrés entre l'Afghanistan, entre etc., et tous les pays qui sont venus se réfugier en cas de conflit. Et est-ce qu'on ne serait pas en train de nourrir justement une peur de l'étranger à travers des mesures excessives qui, au regard de la position d'immigration, sont disproportionnées, et que peut-être aussi penser que les personnes en situation de grande pauvreté aujourd'hui, quand on fait un acte d'aller vers l'immigration, ne touche pas forcément les plus pauvres, mais ceux qui ont les moyens de se déplacer. Donc finalement, dire que c'est les pauvres qui vont venir des pays les plus sous-développés serait aussi une erreur, à savoir que c'est ceux qui ont les moyens de le faire ou le courage de prendre le risque de le faire. Alors, ça coûte cher de venir en Europe aujourd'hui par des systèmes de passage de frontières, quoi. Bien sûr, ça coûte cher. Et puis c'est dangereux. Bon. Et puis c'est renforcer l'image de la précarité de l'étranger. Alors, sur les volumes d'immigration, vous avez noté que je ne parle pas, comme certains, de déferlante de l'immigration. Je parle d'une vague parce que je crois que c'est au niveau d'une vague. Ce n'est pas une déferlante. Néanmoins, il y a des régions de France où le poids du nombre des immigrés commence à devenir sensible. Et vous savez, nous ne traiterions pas le problème de la même façon si nous étions toujours au temps des 30 Glorieuses où il n'y avait pas de problème économique. Aujourd'hui, on est obligé de faire attention à notre propre société car on pourrait se mettre à jalouser l'immigré qui réussit par rapport à des Français qui continuent à avoir de grosses difficultés économiques. Ce pourquoi il faut qu'on ait une vision tout à fait humaine du problème. Et lorsque Brice Hortefeux, par exemple, parle du cas par cas et que certains lui en font grief, je le regrette car je crois que c'est comme ça que ça doit se traiter. Et lorsque vous me disiez il y a des gens qui sont rejetés, bon, je crois que si on traite au cas par cas, ça évitera de traiter globalement une vague d'immigration et de dire bon on les rejette ou on les accepte tous. Le cas par cas, ça veut dire être soucieux de celui qui est bien installé, qui a ses enfants scolarisés, qui paie ses impôts, qui travaille, ou celui qui ne demande qu'à le faire et à qui jusqu'à présent on n'a pas permis de le faire parce qu'on lui permet souvent de rester sur le territoire en lui donnant un petit billet renouvelable de 2 mois en 2 mois. C'est bien parce que ça lui permet de rester, il est presque en règle. Sauf que ce petit billet lui interdit une chose quasi essentielle pour la liberté humaine, c'est de pouvoir travailler. Et voilà donc un immigré qui est installé ici, qu'on autorise de vivre ici, mais à qui on ne permet pas de travailler. Ben ça, il faut que dans la nouvelle politique européenne d'immigration, ce soit du passé, c'est-à-dire que celui qui est installé ici, que nous régularisons, car il faut le régulariser, il puisse travailler.
Alors justement, on a vu par rapport à ce qui s'est passé à Vincennes, par rapport aux conditions de vie de ces personnes-là, par rapport aussi, vous parliez de Brice Hortefeux, par rapport à la politique des quotas, c'est-à-dire qu'on a établi des quotas, c'est-à-dire on n'est pas aussi dans une espèce de fuite en avant on a vu des parents séparés, on a vu des enfants laissés dans leurs appartements, on a vu des comportements policiers, on a vu des suicides de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une difficulté? Et puis on a vu une stigmatisation aussi par rapport à l'État, de certaines associations telles que RESF, jugées comme dangereuses et incitant presque à la révolte certains immigrés. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas une petite difficulté par rapport à notre constitution à faire un petit peu de l'immigré, du clandestin, un peu le bouc émissaire de ce qui dysfonctionnerait par ailleurs dans une mondialisation trop libérale? Question facile. Oui, oui, non, oui, je comprends tout à fait la question. Non, mais dans le climat de mondialisation dans lequel nous sommes, mais dans la situation de construction européenne, dans les difficultés que nous connaissons, car le nom de l'Irlande, il est peut-être révélateur du nom qu'aurait apporté à l'Europe un certain nombre d'autres pays. Il faut toujours avoir en conscience que les problèmes d'immigration sont sous-jacents. Et sans qu'on cherche forcément le bouc émissaire, souvent, quand ça ne va pas bien économiquement, c'est qu'on donne trop d'argent aux autres pays, c'est qu'on accepte trop, etc. Et donc, il faut surtout se méfier de ça. Vous avez tout à fait raison. Il faut, conserver l'identité d'une nation. Parce que ce que confusément, ce que inconsciemment peut-être, mais avec fierté, nos concitoyens ressentent, c'est qu'ils veulent d'abord être maîtres du destin de leur propre pays. Ils ne veulent pas que ce soit d'autres qui arrivent d'autres pays qui le fassent à leur place. Donc ça, c'est très important. Mais deuxièmement, c'est vrai qu'il faut s'ouvrir au monde et que nous n'avons pas le droit de laisser un monde à 2 ou à 3 vitesses parce qu'il y a un monde de pauvres, il y a un monde de plus pauvres encore. Et donc c'est là où notre responsabilité d'élus nationaux, de parlementaires, de ministres, c'est de dire à notre société: il ne faut pas fermer les fenêtres sur le reste du monde, il faut ouvrir les fenêtres pour comprendre, il faut entrebâiller les portes pour permettre à certains d'entrer, et puis il faut trouver les modes d'équilibre de cette société qui devient une société mixte, on le voit bien aujourd'hui. Jadis, il y a 50 ans, ce qui paraît des siècles aujourd'hui, un couple mixte, c'est-à-dire un couple avec une Française par exemple et un étranger, ça paraissait quelque chose de complètement anachronique. La société a tellement changé que c'est devenu normal, et je précise que je le considère comme très heureux. Mais au moment où nous sommes en train de construire dans la difficulté, on le voit bien l'Europe, et au moment où singulièrement, à l'heure où nous parlons, nous allons devenir nous allons présider la communauté européenne pour 6 mois, je crois qu'il faut que ce problème de l'immigration, que la France a appris maintenant, droite, gauche confondue, a appris à affronter avec réalisme, je crois. Pas assez encore avec suffisamment d'humanisme, parce que c'est difficile, mais avec réalisme, je crois que peut-être la France pourrait donner un peu la tonalité d'une politique européenne construite, parce que, par exemple, on le sait bien, les Allemands ont une forte communauté turque. Bon, ça et là, il demeure un peu des problèmes d'identité, de nationalité, d'intégration. Je prends juste l'exemple allemand, mais on pourrait en prendre d'autres. Je crois que peut-être sur la base de ce que nous ressentons, nous, ici, et alors peut-être plus particulièrement dans cette Europe de l'extrême sud que nous sommes en Provence, qui a toujours été une terre d'accueil, mais qui est toujours un peu en équilibre en disant est-ce qu'on ne va pas trop loin, je crois que peut-être nous pourrions un peu avoir valeur d'exemple. Je vous rappelle que la ville de Marseille, faite d'une mosaïque de nationalités, n'a jamais connu, heureusement, d'embrasement à caractère social ou ethnique. C'est peut-être la preuve aussi que quand on accueille depuis très longtemps et qu'on s'y est habitué, on sait bien vivre ensemble. Alors, pour terminer ce thème de l'immigration, on a reproché à certains, en général aux députés, de ne pas se soucier des conditions de vie, alors qu'ils ont droit de rentrer dans n'importe quel lieu géré par l'État, des conditions de vie dans les centres de rétention. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y aurait, en termes, l'Assemblée nationale a un rôle à jouer
je dirais, de contrôle de l'exécutif sur les conditions de traitement d'action policière, sur les conditions d'accueil et de rétention de ces étrangers, et les conditions aussi, je dirais, de vérification des critères, puisque d'une préfecture à l'autre, d'un guichet à l'autre, les critères ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'une commission parlementaire pourrait essayer de normaliser et essayer de réfléchir comment aujourd'hui on peut appréhender mieux cette question-là et être un exemple pour l'ensemble des pays à l'occasion justement de cette prise en main de la présidence européenne? Alors, d'abord, il y a un parlementaire qui a en charge un peu l'observatoire des conditions de rétention en France. Et il y a un groupe de travail qui planche là-dessus. Deuxièmement, lorsque vous dites les parlementaires peuvent visiter, oui, et c'est notre devoir, et nous devons le faire, de la même façon que moi je visite les 2 centres de détention que j'ai dans ma circonscription à Salon et à Aix-Luynes. De cette même façon, j'avais tenu il y a quelques années à aller visiter le centre de rétention d'Arinques, à un moment où il était dans un état assez désastreux, et j'avais fait part de ma préoccupation auprès du président de l'Assemblée nationale de l'époque. De la même façon, je sais qu'un certain nombre de mes collègues vont visiter. Je crois que sur ces centres de rétention, fort du poste d'observatoire qu'il y a à l'Assemblée nationale, et je crois de la volonté que nous allons avoir de créer un peu un débat sur cette thématique, je crois qu'on va sortir de cette sorte d'anonymat un peu malsain dans lequel ça se déroulait, et je crois qu'on va établir un état de santé de ces centres. Surtout que malheureusement pour l'instant on n'est pas prêt à les fermer, même si le souhait c'est qu'un jour il n'y en ait plus besoin. Donc je crois qu'il faut que nous nous impliquions très concrètement là-dedans. Je vous précise également que le poste de M. Hortefeux est un poste d'une grande sensibilité et il est très courageux de l'avoir accepté parce qu'il est aux avant-postes de toutes les critiques et que l'homme n'est pas suspect de ne pas avoir le souci de l'individu et donc je crois que de ce côté-là, il a la volonté aussi de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et au niveau des préfectures, je vous indique juste, pour le connaître plutôt bien, qu'il y a à la préfecture des Bouches-du-Rhône un préfet chargé de la politique de la ville et de l'intégration et que sa première préoccupation, il me le disait encore vendredi dernier où nous nous sommes rencontrés, sa première préoccupation, c'est vraiment de trouver les conditions les plus humaines possibles à cette politique d'immigration dans un département qui doit l'affronter avec d'autant plus de réalité que d'autres.